voir ces sujets-là. Donc, on n'est pas en train de dire qu'il y a une seule façon de voir les sujets qu'on aborde. Il y a une pluralité de façons d'aborder la réalité et on veut comme réfléchir, se donner de l'espace pour échanger et réfléchir ensemble. On est sensible à la question de l'accessibilité. Il n'y avait aucune demande qui a été faite pour la rencontre d'aujourd'hui en termes d'accessibilité. Donc, nous n'avons pas d'interprète, mais à chaque événement, on réitère nos demandes en accessibilité. On va donc, je vais vous présenter un petit peu le déroulement. Je vais vous présenter les panélistes dans quelques secondes et on va commencer les échanges avec nos panélistes. We're starting with some questions to set the stage or to make sure we have common understanding on the topics, but feel free to join the conversation either in the chat or by raising your hand in Teams. Alors, ce qu'on souhaite, c'est que vous puissiez participer à l'échange. C'est moins un webinaire formel. Il n'y a pas de présentation PowerPoint. L'objectif, c'est vraiment l'échange. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires dans la conversation du clavardage ou de lever la main au fur et à mesure de la discussion. C'était un peu ce qu'on voulait nommer. On a habituellement des considérations pour un dialogue inclusif. Donc, Christina may put that in the chat. We have some prompts to remind ourselves and everyone in the community how to best engage in an inclusive way in those conversations. Donc, voilà. Pour aujourd'hui, donc, je vais prendre le temps de vous partager les conférencières qui sont avec nous, vous les présenter, pardon. Donc, nous avons tout d'abord Lynn Gillespie, I hope I'm saying it well, qui est chef de la physiothérapie à l'Hôpital Général Juif dans notre CIUS. Donc, she obtained a Bachelor in Science degree with distinction at the University of Alberta, as well as a maîtrise en développement des organisations du travail. She has been at the Jewish General Hospital for more than 30 years and is currently the Chief of Physiotherapy at the JGH. She's proud to lead a large team of professionals providing high-quality services to both hospitalized and ambulatory populations. Among her aspirations are to assure high-value, patient-centered care, to facilitate a healthy and stimulating work environment for her team, as well as to offer a rich and diverse site for clinical education. She's not only passionately hard at work, but she can be found partnering up with her dog Gemma in various sports, cycling, or benefiting from some forest therapy on the trails. Very important. Je me permets de vous présenter. Donc, bienvenue, Lynn. Merci d'être avec nous. Je me permets de vous présenter maintenant Selma Quidri, qui est directrice générale de l'Institut national pour l'équité, l'égalité et l'inclusion des personnes en situation de handicap. Madame Quidri est directrice et cofondatrice de l'Institut national pour l'équité, l'égalité et l'inclusion des personnes en situation de handicap. Elle est partie de son Algérie natale il y a près de 28 ans. Elle a atterri au Québec, qui est sa province d'adoption, où elle s'est réalisée professionnellement et épanouie personnellement en tant que femme immigrante en situation de handicap. C'est une militante convaincue et travailleuse engagée qui a contribué activement à l'avancement des personnes en situation de handicap, surtout des femmes et des filles au Québec. Ayant fait un parcours riche regroupant des études en sciences humaines avec des acquis en traduction, action communautaire et relations publiques, elle a choisi de mettre ses énergies dans l'acquisition de nouvelles compétences et connaissances en lien avec le développement du leadership féminin et migrant. Son parcours professionnel et activiste l'a mené à porter des dossiers en promotion et défense des droits et intérêts en lien avec les violences et la discrimination, l'autonomisation par l'accès au marché du travail, l'inclusion sociale et la participation citoyenne, ainsi que l'accès équitable et égalitaire aux services sociaux et de santé. Donc, bienvenue, Selma. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir. Et je vous présente notre troisième panéliste, Virginie Abarois, qui est professeure adjointe en inclusion scolaire à l'Université de Moncton. Titulaire d'un doctorat en éducation dans le domaine de l'inclusion, elle a étudié l'expérience de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap et ayant un chien guide ou d'assistance. Ses recherches doctorales ont été financées en partie par le CRSH et le FRQSC. Elle est passionnée de l'équité, la diversité, l'inclusion et l'accessibilité, tant sur les plans social que scolaires. Dans les dernières années, elle a contribué à la formation de futurs enseignants et de gestionnaires dans plusieurs domaines, à titre de professeur à temps partiel à l'Université d'Ottawa et à l'Université de l'Ontario français.
Donc, elle est constamment à la recherche de moyens pour améliorer notre société en amplifiant les voix des personnes marginalisées et en célébrant l'unicité dans une visée de justice sociale. Ses champs d'intérêt sont donc l'accessibilité pour tous, les processus d'inclusion et d'exclusion ainsi que les pratiques pédagogiques innovantes. Elle est toujours accompagnée d'un chien d'assistance de la Fondation Mira. Donc, bienvenue Virginie. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Je voulais peut-être commencer, avant qu'on lance la première question, pour vous les panélistes, qu'on commence avec une petite intro en la matière. Je voulais expliquer un petit peu pourquoi on avait choisi ce sujet-ci pour le mois de mars. Donc, les questions et les réalités qui entourent les incapacités et le handicap ont beaucoup évolué au cours des 50 ou même des 30 dernières années, ou même des 10 dernières années. Au même titre que la société change, le vocabulaire change aussi, ainsi que les façons de comprendre et de se représenter la question du handicap. Et c'est un petit peu par choix qu'on a mis le titre « La question du handicap », parce qu'on va discuter aussi aujourd'hui de différentes façons de nommer la question du handicap ou de s'y référer ou de le comprendre. Donc, les personnes en situation de handicap constituent un groupe social historiquement marginalisé qui a un statut protégé quand il est, par exemple, question d'accès aux opportunités en emploi. Bien que la question du handicap ou des besoins en accessibilité, touche directement et indirectement beaucoup de personnes au niveau statistique, le stigma qui est associé à la désignation d'être une personne handicapée ou d'une personne en situation de handicap est toujours une réalité. Je commencerai peut-être, avant de laisser la place aux panélistes, là, juste de dire qu'un récent rapport qui a été produit par Statistique Canada fait état de statistiques qui sont en augmentation sur la question du handicap. Et donc, on a eu une augmentation depuis le dernier, entre les deux plus récents recensements, quand même important, qui mène à 27 de la population canadienne qui s'auto-identifie comme étant en situation de handicap dans ce rapport-là. Donc, les chiffres sont à la hausse dans toutes les catégories, particulièrement chez les jeunes. Et donc, ce qu'on trouvait important, c'est de discuter de ces questions-là, des paradigmes, des façons de comprendre le handicap, de le désigner, de se familiariser avec les différentes façons d'en parler aussi aujourd'hui, puis d'avec Lynn, parler d'une situation concrète d'inclusion à l'équipe, au sein de l'équipe de physiothérapie de l'Hôpital général juif. So that's a bit for the setting the stage. Je lancerai tout de suite la balle à nos panélistes en disant, en essayant de commencer cette conversation de manière à mettre la table. Donc, pouvez-vous nous aider à comprendre les enjeux actuels de la manière de parler des personnes avec de la diversité capacitaire? Donc, on utilise le terme handicap, situation de handicap, neurodiversité. Est-ce que vous pouvez nous aider un petit peu à démêler le vocabulaire qui entoure cette question? Thelma, je ne sais pas si tu voudrais commencer. Oui, bien sûr, je vais lancer le bal. Merci de me donner la parole. Donc, je pense pas qu'on va régler la situation aujourd'hui, là, puisque c'est une problématique qui date depuis plus de 40 ans, là, au niveau même de l'Organisation des Nations Unies avec la Convention internationale des droits des personnes handicapées. Donc, la question se pose tout le temps, hein. C'est dans le monde entier, c'est quelle terminologie qu'on va utiliser. Personnellement, nous, à notre organisation et autour de moi, on utilise beaucoup le terme personnes en situation de handicap. Les personnes handicapées sont diverses, comme les personnes en général sont diverses. Nous appartenons à différents groupes ethnoculturels, comme nous identifions femmes, hommes ou autres. Donc, nous, on utilise le terme personne en situation de handicap, c'est pour reprendre le pouvoir aussi. Mais c'est une explication qui va plus loin, c'est au terme, c'est de s'introduire dans la perspective sociale surtout, parce que nous ne voulons plus porter le handicap nous-mêmes. Par exemple, surtout le milieu médical, ça a été, les personnes handicapées ont été beaucoup médicalisées. Il reste toujours que moi, ma limitation, j'ai une limitation visuelle, je vous le dis tout de suite, je suis malvoyante. Donc, et moi, ça ne me dérange pas d'utiliser le terme malvoyante ou ayant une limitation visuelle. C'est des personnes qui ont été tellement médicalisées et on porte toujours la problématique d'une personne, que, surtout au niveau de santé, c'est toujours porté sur son handicap. Moi, ma limitation ne disparaîtra pas. Je l'aurai toute ma vie.
vie, mais je préfère le terme personne en situation de handicap qui est de plus en plus utilisé pour reprendre sa place au niveau de la participation sociale et de l'inclusion économique. C'est vraiment, d'une certaine façon, revendicateur, mais je vous dis tout de suite, personne handicapée, c'est utilisé parce que la loi, la politique à part entière et la loi au niveau du Québec, parce qu'on est obligé d'avoir des certificats pour prouver qu'on est handicapé, si on veut avoir des services, ainsi de suite. Donc, c'est utiliser personne handicapée, personne ayant une délimitation et personne en situation de handicap. Donc, je ne règle pas le problème. Et pour, vous avez dit, Christine, personnes neurodiverses, pour nous, c'est des personnes autistes. Donc, c'est différent. C'est des limitations autres que les limitations communes qu'on connaît, qui soient sensorielles, physiques ou autres. Donc, voilà mon point à moi. Merci beaucoup. J'aurais envie de relancer la balle à Virginie. J'imagine qu'on pourrait en parler longtemps également. Effectivement, puis je pense que c'est intéressant qu'on ait cette discussion. J'en profite pour remercier les gens qui sont présents. Je sens qu'il y a toujours une ouverture d'esprit face au changement de vocabulaire ou à mieux comprendre. Moi, j'ai un petit peu plus le chapeau de chercheur, mais c'est important de comprendre que traditionnellement, les termes ont évolué. Par exemple, notre gouvernement du Canada parle encore d'incapacité. Mais l'incapacité, ça vient du mot incapable. Moi, je vous encourage, un petit peu comme Selma a dit, d'aller vers une terminologie qui met la personne en premier. C'est une personne en situation de handicap parce que cette personne-là, elle a des forces, elle a un plein potentiel, alors que quand on met, par exemple, le handicap en premier, bien, on se limite un petit peu au diagnostic. Je vais juste vous laisser savoir que selon on y va dans quel groupe, il y a des préférences. Alors, par exemple, les communautés sourdes, elles, c'est avec un S majuscule. Je sais que ça peut commencer à un moment donné à être difficile s'en démêler. Tantôt, seulement parler d'autisme, bien, on parlait d'un enfant autiste et non d'un enfant atteint du TSA. Dans ce cas-là, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est une approche qui est vraiment plus, on va dire, neutre, qui est la personne en situation de handicap. En parlant aussi d'une personne en situation de handicap, ça inclut beaucoup plus de groupes qui sont traditionnellement oubliés dans la situation de handicap. Il y a encore une grosse stigmatisation associée justement à la visibilité ou la non-visibilité du handicap. Comme Selma nous parlait, là, ça nous prend cette espèce de preuve de diagnostic, la preuve de situation de handicap, alors que quand on prend pour acquis que la présentation du handicap n'est pas toujours visible, ben, on peut mieux travailler avec la personne concernée. Oui, merci d'avoir fait cet ajout-là. J'aurais envie de me tourner vers Lynn aussi maintenant pour voir comment, dans la réalité clinique, ça s'articule, cette question du vocabulaire. I don't know if and everyone feel free to engage in the language you feel most comfortable in. Thank you. Thanks very much. So for me, I guess I placed myself and many of my colleagues with both feet firmly kind of in that medical model that you alluded to earlier. The vocabulary in the hospital is fast and furious and often probably doesn't take the minute or more that it should take to make sure that we're dialoguing in the way that we should be. I relate to an event recently where I was having a discussion and I had to kind of prompt people to mention a person with this versus this person. So it's really just the order of things, and it's a habit that we have. So I put myself sort of at the lower end of that learning curve with others in good company, perhaps. So for us, I think it's a work in progress in a hospital setting to learn this language appropriately. And somehow it would make sense that in a medical environment, we're more attached to the medical model because that's what we work with every day, right? So that would make more sense. Il y a des environnements qui se sont éloignés du du modèle médical parce qu'ils ne sont pas des milieux médicaux. Alors, c'est peut-être plus facile aussi de s'en éloigner, par exemple, dans le milieu de l'emploi en général, dans le milieu de l'éducation, parce que la mission est différente, puis qu'on n'utilise pas les vocabulaires terminologiques liés au diagnostic de façon quotidienne pour avoir des services. De façon générale. J'aurais envie peut-être de faire un retour, puis je vais profiter de la présence de Virginie Barrois pour revenir sur justement l'évolution de ces modèles-là. Parce qu'on a parlé tout à l'heure avec Selma de la question du modèle social. Peut-être nous aider à comprendre comment comment on transitionne collectivement vers une compréhension plus fine et plus élargie en même temps de ces questions-là.
Oui, oh mon Dieu, là, on rentre dans un grand sujet. Je vais garder ça quand même bref parce que je veux pas, je veux pas qu'on échappe des gens. Mais alors que traditionnellement, le handicap était justement porté par un modèle médical, puis si vous êtes curieux, là, allez juste voir là, les premières classifications, c'est assez surprenant, certaines choses qui étaient considérées comme un handicap dans le temps. Quand on parle d'un modèle médical, c'est beaucoup axé sur l'individu. C'est la personne qui est un peu porteur d'un problème, puis on a des visées de réadaptation. Puis là, je ne suis pas en train de dire que c'est le démon nécessairement, je suis juste en train de dire que c'est ce que traditionnellement le modèle médical appuyait. Et là, éventuellement, on a fait une transition vers un modèle plus social, parce qu'il y a des groupes d'individus en situation de handicap qui ont dit un instant, si moi, par exemple, il n'y a pas d'obstacle, à ma pleine participation à la société, mon handicap, il n'est pas vraiment à ce point-là problématique au regard de cette société-là. Donc, on redonne un petit peu plus à la société la responsabilité d'adresser les obstacles. Là, je vous fais ça très rapide. D'habitude, ça prend 3 heures à enseigner tout ça. Éventuellement, on se rend vers un prochain modèle parce qu'il y a d'autres gens qui ont dit oui, effectivement, la société nous met des obstacles. S'il n'y a pas de porte automatique, s'il n'y a pas de braille, s'il y a des environnements qui sont très bruyants, pense particulièrement à notre population autiste, ça peut être dérangeant, mais au final, j'ai quand même un handicap. Ça fait quand même partie de moi, puis il ne faut pas oublier que ça fait partie de mes besoins. Donc, moi, j'adopte le MDH-PPH2, le modèle de développement humain, processus de production du handicap, qui a été développé par le Harry-PPH, qui permet de comprendre en fait une interaction. Une interaction entre la personne qui est en évolution, ses besoins peuvent changer, la situation médicale peut évoluer, entre l'environnement, on va parler d'un environnement physique, construit ou même politique, puis également de ses habitudes de vie. Parce qu'une personne, par exemple, qui est en milieu de travail, ça va être différent qu'une personne qui est à l'école. Donc, moi, je vous encourage à voir la situation de façon un petit peu plus complexe, puis ça permet de garder un esprit ouvert face à ses besoins, à ses forces qui sont changeantes dans le temps et en interaction. Merci Virginie. Je sais que j'ai été un peu off-script, là, mais je trouvais ça important de mettre la table. Puis quand on parle de neurodiversité, puis j'ai vu un commentaire aussi dans le clavardage à cet effet-là, la réalité, effectivement, est que le mouvement de la neurodiversité ou cette désignation-là, qui est en même temps une désignation puis un mouvement de revendication d'une identité de façon positive, dit, ben là, on n'est pas un problème médical, on a des forces. Puis ces forces-là, ça fait, l'humain est diversifié, les cerveaux fonctionnent tous différemment. C'est pas une incapacité d'avoir ce type de profil à la fois diagnostique ou cognitif, là. Donc, c'est aussi quelque chose d'assez récent. Puis, je voulais aider les gens à se situer pour dire, OK, mais c'est quoi ça, la neurodiversité? Puis, comment ça se distingue de dire, je suis une personne handicapée, je suis une personne en situation de handicap. Puis là, je vois que Selma, tu as la main levée. Oui, c'est juste pour ne pas oublier parce que je voulais vraiment suivre ce que Virginie vient de dire pour l'évolution des modèles et ainsi de suite. Bien sûr que nous, à la base, on était dans un modèle de charité où on cachait une personne qui a une limitation, puis on vivait juste, elle n'a pas à travailler, elle n'a pas à sortir un peu à l'école et ainsi de suite. Et ça existe encore dans d'autres pays et dans d'autres situations avec des familles immigrantes aussi, ça existe même au Québec et au Canada actuellement. Donc, c'est important de comprendre qu'il faut sortir et évoluer. Et j'aime bien que tu aies mentionné, Virginie, le modèle de développement humain pour le processus de production du handicap. C'est vraiment de comprendre cette interaction qui est nous-mêmes, comme personne, moi comme personne, comment j'interagis avec mon environnement, qu'il soit social ou qu'il soit architectural aussi. Est-ce que je suis capable de travailler? Est-ce que je suis capable d'aller à l'école? Est-ce que je suis capable de m'occuper de mes enfants? Agir vraiment, avoir ma capacité sociale aussi, agir comme une personne à part entière, une femme à part entière. Donc, c'est là, quand j'ai des obstacles, c'est là où je suis exclue, c'est là où je suis stigmatisée, c'est là où je vis avec des préjugés. Vous, par exemple, on vient dans votre milieu. Par exemple, moi, je vais aller dans un CLSC ou quoi que ce soit, ou dans un milieu médical. Je suis une patiente. Je viens parce que j'ai un besoin particulier, pas par rapport à ma limitation. C'est pas ma limitation qui me rend malade. Je suis pas malade parce que je suis malvoyante. Non, mais j'ai d'autres situations de santé et j'aimerais bien qu'on me prenne pour une patiente aussi. J'aimerais qu'on n'oublie pas que j'ai des problèmes parce que souvent, ce qui arrive avec les personnes handicapées, c'est qu'on va mettre tout ce qui est médical, on le met aussi en lien avec le handicap, ce qui n'est pas bon non plus. Donc, c'est important pour
ne pas se culpabiliser, comprendre et laisser la personne elle-même. Vous êtes en interaction avec la personne. C'est elle-même qui va vous laisser, vous faire comprendre aussi qui elle est exactement. C'est l'interaction avec elle. C'est une personne d'abord, comme vient de le dire Virginie, et c'est elle qui va vous parler de ses besoins et des accommodements qu'elle aurait besoin. Donc, la question, n'hésitez pas à poser la question. Moi, personnellement, on encourage les personnes en situation de handicap à en parler aussi. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup pour ça, c'est super important. Puis je pense qu'effectivement, la personne étant experte de son expérience, puis de la façon dont elle désigne son expérience, moi, ça m'est arrivé dans certains projets de recherche où les participants, puis on en parlait à la rencontre préparatoire, où les participants disent, ben moi, je suis une personne handicapée, c'est une identité que j'ai intériorisée, qui me parle. Puis une autre personne va dire, ben moi, je suis une personne neurodivergente, puis c'est ça mon identité, c'est pas une personne handicapée. Alors, c'est vrai que, merci d'avoir amené ça sur la table seulement parce que c'est vrai que les gens sont les experts de leurs propres expériences, puis on ne peut pas garantir qu'une, tu sais, c'est un peu l'état de fait aujourd'hui. Il y a plusieurs façons de parler de la question du handicap. Il y a plusieurs vocabulaires à utiliser. C'est sûr qu'on suggère, ce que Virginie nommait, là, c'est de parler de la personne d'abord, puis après ça, les gens ont leurs expériences, ils ont leurs préférences, puis ils sont les experts de cette expérience individuelle-là. Si on fait des choix organisationnels pour un modèle plus social, c'est pour être plus, comment dire, j'ai les mots en anglais, to be more comprehensive in the quality of environment that we provide. Alors, on veut être responsable, on veut être un milieu de travail qui prend en compte les obstacles qu'on peut générer. Alors, il y a aussi des choix organisationnels qui sont faits dans différents réseaux, dans différentes organisations pour dire non, non, on reconnaît notre responsabilité dans l'inclusion des personnes en situation de handicap. Puis c'est le modèle qu'on choisit pour dire c'est pas la responsabilité des individus, nous comme organisation, qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer que les gens se sentent inclus puis ils puissent participer au meilleur de leur situation. Puis ça m'amène à ma deuxième question. Ça serait intéressant de parler avec vous donc des défis majeurs auxquels on est confronté actuellement quand on parle de la question des incapacités ou du handicap ou de l'inclusion des personnes en emploi. Où est-ce qu'on en est par rapport aux défis majeurs? Je ne sais pas si Virginie, on Oui, pourrait commencer avec toi. je peux partir le bal, mais ça donne bien. Je viens juste de terminer une grande étude qui portait justement sur l'inclusion et l'accessibilité. Puis, c'est particulier parce qu'on s'attend, en parlant d'obstacles, de toucher à l'environnement. On dirait que c'est toujours ça qu'on a en tête en premier. On se dit, ah oui, des obstacles à l'accessibilité, ça doit être justement nos portes qui ne fonctionnent pas bien, nos hôpitaux qui datent de 1604, j'exagère, mais on comprend. Mais ce qui est revenu le plus souvent, en fait, c'est que le plus grand obstacle à l'inclusion, à l'accessibilité du handicap, ce sont les interactions sociales. C'est la rencontre de l'autre, que ce soit dans votre contexte de travail, que ce soit dans un contexte social. Puis les gens ils me disaient, en fait, c'est souvent des interactions qui sont négatives, que ce soit, par exemple, de devoir me faire demander de justifier ou de dévoiler mon handicap, particulièrement quand on parle d'un handicap qui est non visible. Là, je sais qu'on a déjà parlé de neurodiversité, mais j'aimerais qu'on parle aussi de santé mentale, qu'on parle aussi d'un handicap qui est en mouvance, qui peut être en interrelation. Il peut y avoir des fois, par exemple, une comorbidité, deux diagnostics qui viennent s'influencer l'un avec l'autre. Puis quand il y a cette demande-là, cette justification qui est essentielle, de dire, mais tu as de l'air, moi, ce que ça m'irrite, mais tu as de l'air normal. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai déjà entendu, c'est quoi ton problème? Ça peut devenir incroyablement difficile de porter, d'être toujours porteur de cette situation, de ce malaise, de devoir justifier quelque chose qui fait partie du quotidien. Puis pensez-y, ce sont des gens qui sont déjà souvent fatigués, que ce soit à cause de la condition en soi ou encore à cause des parcours de vie. Puis éventuellement aussi, ça fait que c'est souvent les mêmes personnes qui doivent être porteurs aussi d'une défense des droits. On entend, oui, mais vous pouvez faire un processus de plainte, vous pouvez faire escalader la plainte, mais ça retombe souvent sur les mêmes personnes, alors qu'en réalité, moi, je dirais que la responsabilité, elle est collective. Là, je vous regarde, là, on est plusieurs personnes dans la salle, on a tous déjà été témoins d'un obstacle, d'une situation de discrimination, de stigmatisation. C'est à nous aussi de faire comme, oh, ça ici,
ça passe pas. C'est un petit drapeau à lever dans les airs parce que autrement, quand on est toujours sur les mêmes personnes, puis que ces personnes-là rencontrent plusieurs obstacles au quotidien, ce sont des obstacles qui rentrent en interaction les uns avec les autres, ça augmente la situation d'exclusion, de non-accessibilité et ça diminue le pouvoir agir des personnes qui, au final, essayent d'être juste dans un quotidien, là, tout comme vous et moi ici présents. Merci Virginie pour cette intervention. C'est très, j'aurais le goût de rebondir dans plein de directions, mais je veux vraiment entendre Selma et Lynn aussi là-dessus. Puis j'inviterais les gens je pense qu'il y avait une main levée. J'inviterais les gens aussi à ne pas hésiter de lever la main ou de faire des interventions dans le clavardage, là. L'objectif étant d'avoir une conversation puis de réfléchir ensemble. Selma, est-ce que tu aurais le goût de Oui. rebondir sur ce que Virginie vient de dire? Ouais, j'ai toujours le goût de rebondir. Moi, je veux toujours dire, hein, mais vous allez comprendre, je me mets beaucoup de l'avant parce que je vis ces réalités-là, mais je ne suis pas la seule. Je ne porte pas le chapeau de tout le monde. Donc, il y a des réalités différentes. Moi, je parle en tant que femme en situation de handicap, malvoyante, migrante, c'est ça, et maman aussi d'enfants. Donc, je sais, je vis plusieurs réalités. C'est pour ça que je me mets de l'avant. Oui, le plus grand obstacle pour nous, c'est déjà d'intégrer un marché du travail. C'est déjà être dans une équipe de travail. Regardez juste autour de vous combien de personnes ayant une limitation travaillent avec vous. Regardez, est-ce que vous en avez assez, vous n'en avez pas assez? Et comme Virginie, tu l'as dit, on est toujours porteur de cette défense des droits. C'est pas à moi d'éduquer tout le monde. Ça peut provoquer, nous, on se retrouve toujours dans des situations de maladie mentale, de dépression continue. Pourquoi? Parce qu'on porte toute cette défense de droits, tous ces obstacles que l'on vit quotidiennement et qui viennent aussi interagir avec nous. Puis oui, c'est notre limitation, mais c'est pas notre limitation en tant que telle, c'est notre environnement qui nous met en situation de handicap, qu'il soit social ou autre. Donc, déjà intégrer un marché de travail, avoir un job, terminer ses études. Je ne vous cacherai rien, des personnes avec une déficience intellectuelle, arrivées à 18 ans, on leur dit, bon, ça y est, tu as tout fait. Tu n'as pas besoin d'aller plus loin que ça. L'école, c'est fini. Mais pourquoi pas? Essayons de voir quelles sont les possibilités. Discutons avec les personnes elles-mêmes. On est tout le temps à courir après un service. Moi, je viendrai vous voir au niveau médical. J'ai besoin d'une ergothérapeute ou quoi que ce soit concernant mes limitations. Oui, elle va travailler sur mais pour autre chose. Je n'ai pas à avoir peur, par exemple, de me présenter, de dire j'ai une limitation. Est-ce que c'est possible de créer des environnements sécuritaires, même si je viens demander un service, je n'ai pas à m'inquiéter. Oh mon Dieu, on va me stigmatiser, on va juger, on va mettre tout sur mon handicap. Non, j'aimerais bien être accueillie comme une personne, une demandeuse d'un service surtout, puis être dans une équipe de travail. Ça, c'est le fun. On est obligé, comme personne handicapée, à travailler toujours dans les mêmes environnements, à être ensemble parce qu'on a peur du regard de l'autre. On a peur aussi de tous ces obstacles. Un exemple simple, des toilettes pour personnes handicapées. Vous en avez dans vos bureaux. Sachez qu'une toilette pour personnes handicapées ne doit jamais être occupée parce qu'une personne en fauteuil roulant ne peut pas attendre comme une personne qui n'a pas de fauteuil roulant. Parfois, les personnes en fauteuil roulant ont des sondes et des fois, c'est difficile. Je vous cache rien, vous êtes dans le milieu médical, vous savez ce que c'est. Donc, c'est plus urgent pour elle d'aller dans... Ça, c'est un milieu. Si je travaille, moi, dans un milieu où on ne comprend pas juste cette petite réalité-là, pour vous, c'est petit, mais pour moi, c'est un énorme, pas pour moi, mais pour des personnes ayant cette limitation, c'est un énorme problème qu'elles vivent tous les jours. Euh, c'est surtout cette accessibilité. Oui, c'est une accessibilité, mais c'est important de le regarder. Regardez juste autour de vous. Quelles sont les possibilités que vous... Par exemple, je ne sais pas, moi personnellement, j'utilise un grand écran par rapport à ma vision et tout. Ben, je me fais toujours regarder l'équipe. Ah, pourquoi elle a un grand écran et moi, j'en ai pas? Pourquoi? Ça veut dire que pour eux, on est toujours privilégiés. Non, ce n'est pas des privilèges. Nous, on a besoin, on est dans une société capacitiste parce qu'elle n'a pas été bâtie pour nous. On nous a obligés à nous intégrer. Maintenant, on veut avoir des sociétés inclusives aussi et de pouvoir aussi fonctionner comme tout le monde. On a beaucoup de choses à donner et on veut participer dans l'essor de notre société aussi. Voilà. Beaucoup de choses, puis je pense qu'on pourrait toutes les décortiquer, puis converser sur ces sujets-là. Moi, j'ai pris plein de notes, j'avais envie de dire plein de choses. Encore une fois, je vais me garder des petits commentaires pour plus tard, mais je pense que c'est intéressant ce qui a été soulevé dans un des propos que tu as soulevé, Selma, c'est cette tension aussi entre le poids de la défense des droits et aussi,
Puis je sais qu'on en a parlé dans notre rencontre préparatoire, l'importance de faire les choses correctement puis d'inclure les personnes concernées dans la planification des environnements, d'inclure les personnes en situation de handicap. Alors, il y a toujours cette tension-là aussi qui serait intéressante de rediscuter plus tard. Lynn, je me tournerai vers toi si, if you don't mind, you Yeah. know, wrapping up on this question. I'd be really interested in hearing you about this question of obstacles in the working environment. Yeah, I think it's a very interesting subject because from in my perspective, very used to dealing with individuals in disabling situations as a user of our services, as a patient in our hospital or in our clinic, less so as a person in a disabling situation who is in the workplace and integrating it or operating in a workplace situation. So becomes challenging in terms of the understanding of the rest of the team members. Let's say when there's an accommodation, there's a, whether it's a work from home day, whether it's use of a particular application, whether it's, an imposition of a certain frequency or amount of break times at a certain time that's different from others, that seems to the rest of the team to be a preferential situation for that individual without the understanding of why. And, there's confidentiality aspects as well. And so how to have the coworkers understand or respect that situation for that individual while still accommodating privacy and confidentiality and all of that. So very interesting. We have had several situations of accommodation, whether for a student or an employee, whether it's temporary or a permanent accommodation. And as long as sort of we know what does that look like, if it can be articulated what is needed, we will get that in place. And it's been very smooth for us. But then from the outside looking in, from coworkers, can be challenging in terms of understanding of why this is being done for an individual. That is a bit of a challenging piece. And that's interesting because it brings to light the whole understanding of equity versus equality, right? So when I listen to you, I'm thinking, yes, it's true. Most accommodation can be perceived as a favor or as something that is ultimately unfair advantage. Et ça retourne sur à ce que Selma nommait tout à l'heure également. Donc, il y a toujours cette mauvaise compréhension de la distinction entre le concept d'équité et d'égalité. Et quand on parle particulièrement des accommodements, qui ne sont pas nécessairement la seule façon d'être inclusif en milieu de l'emploi, mais, puis on pourra reparler peut-être après d'accessibilité versus les accommodements, mais c'est vrai que quand on parle souvent d'accommodement, il y a une mécompréhension et on peut entendre des commentaires comme le suivant: ah, ben si on le fait pour lui, il faut le faire pour l'autre. Et il y a cette mécompréhension que non, la mesure d'accommodement est une mesure d'équité qui permet à quelqu'un qui en a le besoin d'avoir accès à la même égalité d'accès aux opportunités dans le milieu du travail. Alors, il faut les distinguer. Je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir là-dessus, mais moi, ce que je constate et ce que j'ai constaté dans mon expérience dans le champ du handicap, c'est cette mécompréhension-là demeure. And what you're talking to, Lynn, is exactly that misconception that if I give something to someone, then it's not fair, when really it is, because it's an equity measure that I'm putting in place to make sure that that person, given their specific needs and profile, will have the best condition to give the best at work. J'aimerais rebondir, je ne sais pas si quelqu'un a levé la main, parce que je vous verrai pas, moi, si vous levez la main, Oui. vous me le dites tellement. Je veux parler avant toi. Mais ce qui arrive, c'est que c'est bon ce que tu viens de dire et ce qu'a nommé aussi Lynn, équité, par exemple, égalité, cette incompréhension que l'on a. Ça veut dire être équitable, c'est quoi? Oui, on peut être dans un environnement égalitaire. Oui, on a les mêmes chances, mais moi, avec l'équité, par exemple, avec ma limitation visuelle, moi, je vais aller peut-être plus lentement qu'une personne. On a les mêmes compétences, mais moi, je vais peut-être aller plus lentement qu'une personne qui n'a pas de limitation. À ce moment-là, si vous voulez donner toutes les mêmes chances à tout le monde, ben, je vais lui passer ma limitation aussi. Lui dire, eh ben, peut-être que tu deviendrais comme ça, on serait vraiment égal et on arriverait à la même place. Parce que même au niveau, j'ai entendu dernièrement, même au niveau universitaire, on avait par exemple les personnes en situation de handicap pouvaient avoir des accommodements pour passer
les examens, avec avoir plus de temps pour. Et maintenant, c'est tous les étudiants qui ont ça. Elle est où l'équité là-dedans? Ça veut dire que moi, ça baisse aussi ma performance d'une certaine façon ou les chances de notre réussite. Donc, c'est de comprendre que le terme équité est très important. Si vous mettez un environnement, vous avez un environnement égalitaire, c'est d'ajouter ce concept, c'est pas un concept, mais c'est d'ajouter aussi ce plus qui pourrait être équitable pour donner toutes les chances à tout le monde en même temps. C'est tout que, voilà. Virginie, je t'ai Merci. vu. Super. Merci. Mais je vais ajouter un regard complémentaire à ce que Selma a dit. Puis en passant, je vois la discussion qui est en train de se dérouler dans la boîte de conversation. Je trouve ça absolument fantastique. On parle beaucoup de la distinction entre l'équité puis l'égalité, puis comment est-ce qu'on on est dans une société profondément égalitaire, hein? On veut les mêmes choses, puis on a, comme Selma dit, de la difficulté à comprendre que ben, s'il y a une mesure d'accommodement, c'est probablement parce que la personne a aussi un handicap ou un besoin qui vient avec. Mais j'aimerais ça qu'on se tourne un peu plus vers l'inclusion. L'inclusion qui reconnaît que tout le monde a des besoins différents, que tout le monde a un plein potentiel, a des forces, puis si on les met de l'avant, on va beaucoup plus se nourrir de cette diversité-là. Parce que quand on sort là, de l'école, de l'hôpital, quand on sort, tout le monde est là. C'est la société qui est diversifiée. Puis j'en profite pour aborder quelque chose qu'on n'a pas encore tout à fait touché, c'est le fait que on est porteur de différents marqueurs de diversité. C'est facile de parler d'inclusion aujourd'hui du handicap, puis de se limiter au handicap. Mais par exemple, le handicap est culturellement construit. Dans certains pays, par exemple, la santé mentale, ça n'existe pas. Il n'y a pas de diagnostic de santé mentale, mais pourtant, cette personne-là porte encore ces besoins-là. C'est pas parce que le mot n'existe pas ou c'est stigmatisé que nécessairement la personne n'a pas ces besoins-là. Puis on pourrait penser même à quelqu'un qui, par exemple, je vais mettre mes lunettes d'intersectionnalité, on va pousser un petit peu plus loin, je vous mets au défi, mais on pourrait penser à différentes identités qui se croisent. Par exemple, si quelqu'un est racisé et en situation de handicap, ça a été démontré qu'il y a beaucoup plus de risques d'avoir des situations de marginalisation, de stigmatisation que quelqu'un qui serait, par exemple, juste, là, je mets des guillemets, juste en situation de handicap. Moi, je vous encourage souvent à travailler avec la personne parce que là, je sais qu'on a des grosses discussions, que ça peut être lourd un peu de se dire, je ne peux pas être porteur de tout ça en même temps, mais je vais vous donner un des exemples. Il y a une personne qui est, quand je travaillais avec une personne autiste qui a un chien d'assistance, elle m'a dit, c'est quoi la meilleure expérience que j'ai eue dans un hôpital? Puis j'étais comme, mais vas-y, c'est quoi? Elle dit, on m'a dit, bonjour, bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire pour que tu sois confortable? Elle leur a dit, puis elle dit, ben, pendant mon examen médical, quelqu'un s'est juste assuré que mon chien soit en sécurité. C'est tout. Moi, je m'attendais à la plus grande révolution du monde, puis moi, je dis, ben, j'ai été accueillie. On a reconnu mes besoins, puis on s'est assuré que je sois confortable et en sécurité. Donc, des fois, c'est des petits gestes d'accueil puis de reconnaissance de la diversité de tout le monde qui peuvent faire une grande différence sur des gens. On n'est pas obligé de révolutionner le monde nécessairement. J'aurais encore le goût de partir dans 8 directions. C'est ça. Je vais essayer de recadrer la conversation juste parce qu'on manque de temps, mais c'est super intéressant ce que tu viens de nommer, Virginie. Et je pense que ça parle de cette transition-là aussi entre les modèles. Comment on part d'un diagnostic pour se tourner vers un besoin puis une réalité qui existe. Peu importe la construction qu'il y a derrière, puis qu'est-ce qu'on en comprend. Effectivement, quelqu'un qui se présente avec son chien a des préoccupations multiples d'être accueilli comme une personne d'abord, avec ses besoins plutôt qu'un diagnostic. Je trouve ça important de nommer ça. J'aurais aimé ça qu'on se tourne vers Lynn, because I'd like to hear more about the story of inclusion. You've been working with someone in your team that came to you as a student or an intern, and I'd like you to share the story of this unfolding of you working together in your department. Alors, Thank you. Je laisserai la parole pour ça. Merci beaucoup. Thank you for giving me the opportunity to talk about this project. It's been a real highlight for our team. So just to situate everybody who may or may not be familiar with the organizations in our CIUS, this was a collaboration with the Miriam Home. The Miriam Home Support Employment Program aims to provide Miriam Home candidates with an intellectual disability or autism spectrum disorder an opportunity to develop work abilities, social skills, and acquire hands-on practical experience while working alongside other employees.
And based on that client's skills and areas of interest, the individuals are matched with an appropriate workplace. My team in the physiotherapy department is a team that provides services for hospitalized patients as well as ambulatory populations. So back in the spring of 2021, which seems like a long time ago, right? A special project manager and the Miriam Home project manager collaborated with us to develop the department as a host site for a Miriam Home stagiaire. Based on our environment and based on that individual's needs, well, let's call her Mary. Mary was matched with our team. So we developed a job description of sorts and a task list collaboratively with the Miriam Home team. And that was based on what was a good fit for Mary in terms of her skills and capacities, as well as what our team's unmet needs were. In February of 2022, she was welcomed into our team, and this represented actually the first successful collaboration of this sort at the JGH, so we were really thrilled with that. So although we are in the same CUS, the Miriam Home and the JGH team intervene with very different patient populations, and so our team had very limited experience with individuals with intellectual disability and autism spectrum disorder. So the Miriam Home team actually provided our team with some support there, with some training sessions on intellectual disability, autism spectrum disorder in general, as well as some specifics about Mary in terms of her individual needs and how best to prepare the team to support her in her new role as she's learning to be an employee. So her duties include frequent sanitizing of treatment areas, staff spaces, high-touch areas, as well as equipment cleaning, folding towels, preparing isolation gowns, and disinfecting ambulatory waiting room surfaces. So as you can well imagine, I'm just listing a bunch of gray zones for those of you who work in healthcare that are often overlooked or taken on by clinicians, perhaps who don't necessarily need to spend their time with those things when there's something perhaps more professionally matched to their skills. And so we were thrilled to have Mary help us at that time in the COVID context. It was a welcome support to the team, allowing them to then focus their professional time on direct patient care. And also, you know, it really provided some relief in terms of visibly seeing that their work environment was cleaned on a regular basis in terms of just operating in a healthy work environment. So I did at the time, quick and dirty and very, very unscientific survey of the staff at the time who were working with Mary, and the vast majority gave a very, very positive response in terms of results and how they felt about things. And so I got very excited by this experience, I have to say. And in the middle of a very challenging period of time over these past few years, this initiative has really been a bright spot for our team. And it prompted me to think that the CUS really needs a mechanism to finish the trajectory for individuals like Mary to transition from client to stagiaire to employee, so that the CUS can really directly benefit from the investment that we made during her student time with us. And certainly individuals like Mary can apply for all sorts of positions, unionized or otherwise, within the CUS and meet the requirements that are there. But that can be challenging depending really on the specifics of each context, right? So I'm proposing the creation of a mechanism within the organization to designate for candidates like Mary who are finishing a supported employment program. So they're already well integrated into the CUS. They're ready to transition from client to employee. And I think this would really benefit the CUS and kind of let us put our money where our mouth is in terms of our DEIB initiatives, consistent with our values of compassion, respect, dignity, and teamwork and innovation. And our designation as top employer gets a little pat on the back and reinforcement as well. So I thanked my lucky stars the day that I was able to connect with Christine, who's been unbelievably supportive in this and facilitating some links with human resources to try to get there. So it's a work in progress still. Things look positive, and so wish us luck. It's been a travel, not done yet. Yeah, and it highlights, you know, the various needs to be. J'adore cette conversation parce que ça met vraiment en lumière la variété des besoins. Quand on parle d'inclusion en emploi, l'expérience que votre équipe a vécue, Lynn, au niveau du département de physio, c'est une expérience qui est importante de mettre en lumière parce que c'est une expérience qui est donnant.
C'est donnant pour l'équipe, c'est donnant pour la personne employée, disons, avec tout le wishful, thinking in the success coming ahead. C'est gagnant pour la population qui est desservie dans vos unités. C'est gagnant pour l'organisation parce que vous avez aussi construit bâti de nouvelles capacités, compétences, compréhension dans ce projet-là. Souvent, un des enjeux quand on parle de la question du handicap, c'est une forme de mise à distance. Moi, je dis souvent ça dans une conversation, on va dire « these people » or « they », ils, ces personnes-là qui sont en situation de handicap. Et moi, je prends souvent la peine de ramener la conversation en disant la question du handicap, c'est une question qui nous touche toutes et tous, directement ou indirectement. Et moi, c'est une catégorie dans laquelle je peux entrer demain matin, cet après-midi. Il faut arrêter de penser en termes de othering. Il y a eux et il y a nous. Nous sommes tous susceptibles et les recherches démontrent que d'ici la fin de notre vie, on risque fortement de toutes et tous être dans une situation de handicap qui est permanente ou temporaire. Donc, je pense que les résultats, c'est 100%. Là. Donc, il faut arrêter de prendre cette mise à distance et de penser que le handicap, c'est quelque chose qui ne nous touche pas individuellement. C'est sûr qu'on ne sera pas tous touchés de la même façon. On n'a pas tous les mêmes profils et on n'a pas tous les mêmes trajectoires de vie présentes, passées et futures, mais ça illustre bien le continuum de besoins, mais aussi de possibilités quand on parle d'inclusion des personnes en situation de handicap, notamment en emploi. Puis on n'a pas eu le temps d'y toucher aujourd'hui, puis Selma, j'ai vu ta main. On n'a pas eu le temps d'y toucher en profondeur aujourd'hui, mais la question de l'importance de l'inclusion des personnes en situation de handicap en emploi, elle demeure extrêmement foisonnante. C'est une question qu'on peut prendre de différents angles, mais ultimement, quand on parle d'équité ou d'égalité des droits, l'inclusion en emploi, l'autonomie financière, l'épanouissement en fonction de ses capacités, c'est un droit humain. Et donc, il faut réfléchir à comment on réfléchit à l'actualisation de ce droit-là concrètement en milieu de travail. Qu'est-ce qui peut être offert pour différents profils? Tellement, je te passe le micro. Oui, en fait, je voulais rebondir. C'est ce qui est. Moi, j'aime. On entend souvent qu'on est une dépense quand on va inclure une personne. On se dit, ah, c'est une dépense supplémentaire. Comment je vais ce qu'on dit souvent quand on parle accessibilité universelle, même au niveau, on a dû faire des plaidoyers pour expliquer à nos décideurs au niveau gouvernemental, nous ne sommes pas une dépense. Quand tu mets en place des mécanismes d'inclusion, que ce soit l'accessibilité universelle ou autre, c'est un investissement à moyen et long terme. On est une société vieillissante, vous allez vous retrouver dans des situations. La porte automatique, l'ascenseur n'est pas seulement pour les personnes en situation de handicap, ça l'est pour tout le monde. Donc, on a été obligé de vendre ça comme ça pour que les autres, ah oui, ça va être toute la population. Oui, on est un investissement et j'aime pas trop l'idée, ah, finalement, mon argent a bien été, on a notre dépense, eh bien, on a eu un retour. Vous savez, ça fait des années, vous avez vu la pandémie, ce qu'elle a fait sur toute la population, les populations. Nous avons été les personnes en situation de handicap ont été encore plus marginalisées, isolées. Le télétravail, ça fait des années qu'on se bat. Je ne peux pas vous dire, moi, je n'étais même pas là. Ça fait plus de 40 ans que les personnes handicapées se battent pour avoir du télétravail, pour développer leurs compétences. Elles font des études, arriver jusqu'au doctorat, mais aucune expérience de travail valorisante. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas les opportunités. Demander le télétravail, ah non, c'est pas possible, il faut que tu sois au bureau. Alors qu'on a vu en situation de pandémie, tout le monde s'est retrouvé à travailler chez eux. Mais est-ce qu'on a demandé aux personnes handicapées, est-ce que vous pouvez nous aider peut-être à mieux mettre en place cette nouvelle situation parce que les personnes handicapées ont développé beaucoup de choses, beaucoup de façons de faire en faisant le travail. Et je parle surtout pour les femmes qui souvent se retrouvent toujours chefs de famille monoparentale, parents et ainsi de suite. On oublie qu'elles peuvent être mamans et qu'elles peuvent avoir des enfants aussi et qu'elles peuvent être proches aidantes aussi à un parent ou à un enfant, un autre enfant aussi. Donc ça, c'est important de le prendre en charge. Et puis les obstacles que l'on vit maintenant avec, oui, on nous a inclus, oui, on va avoir du télétravail, sauf qu'une personne handicapée n'aura pas d'augmentation comme tout le monde, n'aura pas les facilités. Ah ben là, on t'a donné, faudrait que tu t'occupes de ton accommodation chez toi à la maison. Nous, c'est le bureau. Ici, c'est très, très difficile. Donc,
Moi, ce que je dirais peut-être, je suggérerais créer des environnements sécuritaires où chaque personne peut, de façon sécuritaire, parler de sa limitation, vous dire comment on peut mieux accommoder, comment on peut mieux travailler ensemble. Et ça pourrait être dans vos politiques internes aussi. Pourquoi ça serait une seule personne avec qui on va faire tout le travail? Non, moi j'aimerais beaucoup qu'il y ait plus de personnes. Elles peuvent être très porteuses. Puis vous avez juste une offre d'emploi. Pourquoi vos offres d'emploi ne sont pas assez inclusives souvent? C'est-à-dire que moi je vais la regarder, ah ben peut-être que j'ai les compétences, mais je me sentirai jamais interpellée parce que je vais me dire tout de suite, non, c'est un milieu qui n'est pas pour moi. Surtout si c'est un... Mais ça commencerait par là aussi pour inclure ces gens-là. Par exemple, juste une petite phrase, on est un environnement inclusif et toute personne, surtout les personnes appartenant aux groupes marginalisés, sont les bienvenus à présenter. Donc, les avoir dans vos politiques, avoir des ateliers, c'est-à-dire former vos équipes de travail aussi, leur donner des formations continues, parce que aussi les réalités évoluent, on change avec le temps. Et vous allez avoir affaire avec les nouveaux, les millennials et puis les autres, là, je vais vous dire qu'ils sont beaucoup plus combatifs qu'on l'était nous, et ils savent qu'est-ce qu'ils veulent. Donc, moi, si une personne vient me voir et elle me dit, je veux plus aller voir ma travailleuse sociale parce qu'elle veut pas utiliser le pronom que je lui demande d'utiliser, ça, c'est problématique. Pourquoi ne pas la respecter dans sa demande? Juste, elle te dit, moi, je suis non-binaire. Oui, ça veut dire que moi, non, ce qui m'intéresse, c'est ton handicap. Moi, je travaille juste avec ton handicap. Non, c'est pas juste ma limitation. Je suis une personne d'abord. Donc, j'ai dit beaucoup de choses. Mais bon, c'est ça que je voulais ajouter. Merci. Merci beaucoup pour ça, Selma. Non, mais je pense que ça valait la peine d'être nommé puis d'être mis sur la table. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont avec nous, qui ont envie d'intervenir, de joindre la conversation, qui ont des questions pour les panélistes ou qui ont un commentaire ou une réflexion. Sentez-vous pas obligé, mais j'en profite pour vous laisser réfléchir à si vous voulez intervenir, pour vous dire que il y a la semaine diversité, équité, inclusion et appartenance, la semaine DEIA, donc DEIB Week is coming up, the week of April 15th. Donc, dans la semaine du 15 avril, je vais faire une session, un atelier spécifiquement sur la question du handicap. Il y a un atelier qui va être le vendredi de 9h à 10h et on va revenir sur certaines choses qui ont été nommées aujourd'hui. Et donc, on va présenter de façon peut-être plus structurée beaucoup de choses qu'on a nommées, notamment la question de l'accessibilité universelle, de quoi on parle, la distinguer des accommodements, comment ça travaille ensemble, ces deux questions-là d'accessibilité universelle et d'accommodement. Dans quel but on va revenir on n'aura pas le temps aujourd'hui parce que j'ai le goût de lancer une dernière question à nos panélistes et vous laisser aussi la place pour échanger, mais on s'était parlé dans notre rencontre préparatoire de la question suivante, comment la législation et les politiques, que ce soit des politiques publiques ou institutionnelles, peuvent-elles être améliorées pour favoriser l'inclusion et l'accessibilité, pour les personnes en situation de handicap? Je me tourne vers mes panélistes. Virginie? Peux-tu répéter la question? Oui. S'il te plaît. C'était la question sur comment la législation et les politiques, qu'elles soient publiques ou institutionnelles, peuvent être améliorées pour favoriser l'inclusion et l'accessibilité des personnes en situation de handicap. Virginie? Je peux lancer le bal parce que ça touche encore une fois un peu une de mes expertises, puis j'en profite parce que les gens sont encore dans la salle, que si vous voulez continuer la discussion, c'est l'avantage d'avoir un nom un peu particulier. Si vous me cherchez sur Google, vous allez trouver mes informations assez rapidement, puis j'aime beaucoup collaborer avec différents milieux. Donc, au niveau de la législation et des politiques, il faut comprendre que, par exemple, par rapport à l'accessibilité et à l'inclusion, c'est une politique qui est fédérale. Tu as la loi Canada Accessible qui a été mise en place, qui dit qu'il n'y aurait plus d'obstacles à l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap d'ici 2035 à 2040. Bon, c'est beau, on aime ça, bravo. Mais maintenant, dans l'application de cette loi-là, c'est redonner aux provinces de la mettre en application et de s'assurer que justement, c'est bel et bien le cas que c'est fait. Malheureusement, en ayant un système à deux niveaux comme ça, il y a beaucoup de zones grises qui sont créées. Puis ces zones grises-là, c'est souvent là qu'on échappe, par exemple, que ce soit des politiques, que ce soit des façons de faire, que ce soit des gens. Puis c'est aussi ces zones grises-là qui contribuent à ce qu'on appelle des biais inconscients. Tout le monde ici, on a des biais inconscients, des biais cognitifs. Ce sont des raccourcis que nos cerveaux prennent pour ne pas être épuisés à la fin de notre journée. Ça pourrait être aussi simple que vous qui allez à l'épicerie. Vous savez déjà quel lait vous allez acheter. Vous n'y pensez pas pendant 20 minutes avec un... Mais ça, ce sont des biais inconscients.
malheureusement, des biens conscients, ça vient aussi nourrir nos préjugés, nos stéréotypes. Si je vous parle, par exemple, d'un enfant en situation de handicap, mais après ça, je rajoute des informations supplémentaires. Bien, son nom, c'est Mohamed, il est nouvellement arrivé au Canada, ses parents ne sont pas présents. Bien là, tout d'un coup, vous commencez à avoir une autre vision. Ça, c'est ce qui vient nourrir nos biens conscients. Dans cette fameuse législation-là, présentement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a très peu de consultations avec les groupes concernés. Ce n'est pas nécessairement des politiques qui ont été faites par, pour et avec, le rien sur nous sans nous. C'est un petit peu ça qui se passe aussi avec les accommodements. Les accommodements, souvent, on les offre, mais sans consulter les gens au préalable, sans les faire avec les gens concernés. Donc, comment ça pourrait être amélioré? Bien, je regarde qui est là présentement. Je suis certaine qu'il y a quelqu'un ici qui a peut-être un mot à dire sur une politique interne ou encore un droit de regard sur, je ne sais pas, ce soit un processus d'accommodement ou etc. Mais peut-être de garder ça en tête puis se poser la question, est-ce que j'ai vraiment consulté les bonnes personnes, les personnes que ça va toucher directement? Et souvent, comme Selma l'a dit, quand on parle d'une accessibilité universelle qui est pensée en amont et non en réaction, à long terme, on enlève de plus en plus d'obstacles et on rend tout simplement notre société plus accessible à tous, pas juste aux personnes en situation de handicap, mais à tout le monde. Donc voilà. Merci beaucoup, Virginie. J'en profite pour dire que, parce que Virginie n'est pas dans notre organisation, qu'on a mis un groupe de travail en place, puis ça va peut-être être au bénéfice de nos participantes et participants aussi, sur la question du handicap pour aller identifier quels sont les défis et les obstacles au sein de notre organisation pour les employés en situation de handicap et pour les usagers en situation de handicap. Donc, on a eu une très bonne réponse de la part de notre communauté. Là, on avait fait un appel à tous l'an dernier, mais tout le monde qui est présent ici aujourd'hui, vous êtes toutes et tous les bienvenus pour vous joindre aux travaux de ce groupe de travail-là qui sont bien avancés. Et donc, je peux vous suggérer de nous écrire à l'adresse, de m'écrire ou de nous écrire à l'adresse de la DEIA, mais it's an ongoing work. We're close to gathering all the data we could gather in this first round in that working group to make sure that we are really mapping out all the challenges and obstacles in organizations, organization and establishments when it comes to disabling situation, accessibility needs, disability. Alors, il y a eu vraiment beaucoup d'informations qui ont été partagées dans ce groupe-là, mais on vous invite là, à nous écrire si ça vous intéresse, parce qu'effectivement, c'est du travail en continu, puis il y a la question des accommodements, des politiques internes, puis il y a aussi la question de quelle est l'info qui va nous servir à faire ces modifs-là, où sont les données du terrain par rapport aux obstacles et aux défis. Est-ce que Selma ou Lynn, vous avez envie de rebondir? Il nous reste 2 minutes avant la fin du Discuss and Digest. Je rebondirai vite là parce que Virginie a parlé de la loi canadienne qu'on est en train. Oui, on n'a pas été consulté, Virginie. Je confirme. Parce qu'on ne parle pas de sécurité, assez de sécurité, ainsi de suite. Et l'approche intersectionnelle n'est pas si présente que ça. Mais si on parle au Québec aussi, cette loi-là n'a pas vraiment de mordant ici parce que c'est seulement tout ce qui est sous juridiction fédérale qui doit appliquer cette loi-là. Donc, on ne peut pas toucher. Nous, on a ici la politique à part entière, mais c'est une politique. Il n'y a aucune obligation et c'est tenu par l'OPHQ, l'Office des personnes handicapées, qui est là juste pour surveiller puis applaudir nos différents ministres. Ah oui, vous avez fait quelque chose de bon, c'est bien. Mais non, ce n'est pas assez. Les changements ne se font pas. Et donc, peut-être que si vous commencez vous-même au sein de vos organisations de mettre des politiques bordantes, des politiques et peut-être des façons de faire qui vont faire changer aussi au niveau du ministère de la Santé et des Services sociaux pour les obliger à ce que notre politique à part entière devienne carrément une loi. Je pense que c'est un combat qu'on voudrait mener, mais ce n'est pas demain la veille. On y travaille, mais je ne vois pas vraiment de loi ici au Québec. C'est un combat de tous les jours et que tous les organismes, à cause du financement, on est tout le temps disparates et puis on n'est pas capable de travailler ensemble pour mener. Ça serait peut-être intéressant d'avoir le soutien de la société aussi pour pouvoir mieux avancer et avoir cette société inclusive. Merci beaucoup, Selma. Lynn, would you like to have the closing word today? Wow, am I ever lucky to get the closing word? No pressure. I think on the last topic, it's a marathon more than a sprint. I think you lay the groundwork by imposing, let's say, laws, guidelines, policies, procedures.
But then it needs to start at the beginning of every process, that it gets integrated in the beginning of every process, at every revision of every process, so that it slowly seeps into the breathing of the air that you do every day, that it becomes as a second nature for us, right? That's where we want to get to, but that's a bit of a long haul. So I think we're often running with consultation and widespread contribution, and then just awareness, because I think there's lots of room for people to be even aware of what the issue is and how they can contribute to a more inclusive environment, whether it's for our users or for our employees. Yeah, absolutely. And hopefully today was helpful in gaining more awareness and understanding on the concepts, the different paradigms and the different ways and questions around disability. Alors, merci à toutes et tous, parce que c'est un peu vers ça qu'on veut aller. Il y a la session de la semaine des EIA qui va continuer l'échange qu'on a eu aujourd'hui. Et l'objectif, c'est de commencer à regarder ensemble vers le futur pour voir comment, chez nous aussi du Centre-Ouest, on veut conceptualiser, comprendre, puis aussi s'organiser pour offrir des environnements de travail et de soins qui sont inclusifs pour toutes et tous et qui sont dans une logique qui essentialise pas la personne autour de son handicap ou de son incapacité. Donc, toutes ces réflexions-là à poursuivre. Merci infiniment à nos panélistes. Thank you all. Have a good afternoon. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bye bye tout le monde. Thanks for your Merci interest, Virginie, Lynn. Merci Christine. Bye bye. Est-ce que tu voulais qu'on... Si vous avez le temps de rester, je garde les panélistes sur quelques minutes. Bon, alors, on était à 1h01. C'est bon, on avait encore beaucoup de gens jusqu'à la fin. Christina, shall we just move to a different meeting, or what do you think? What did we do last time? I forget. I could stop the recording for starters. Okay, thank you. Yeah.